bien, top, c'est parti. Top. Eh bien, bonjour à tous. Écoutez, je suis à nouveau ravi de vous accueillir pour ce deuxième volet des meetings graphiques. Je vous en rappelle très brièvement le concept. En fait, on accueille à travers ce live un de nos intervenants qui est venu voilà, animer un atelier avec les étudiants de l'ESSAV. Et on va passer un moment avec lui afin qu'il nous explique, qu'il nous fasse rentrer un petit peu dans sa démarche de designer, afin d'éclairer un petit peu les pratiques de ces nombreux métiers du design. Alors aujourd'hui, nous accueillons Véronique Massenet, qui est scénographe d'exposition, et qui donc travaille avec nos étudiants plutôt sur la notion du signe dans l'espace, parce que si elle n'est pas elle-même graphiste, elle évidemment travaille avec énormément de designers graphiques sur ses projets de scénographie, et elle va nous raconter un petit peu ce que c'est que ce métier de scénographe d'exposition et le lien qu'il peut y avoir avec le design graphique. Alors, je vais donc passer la parole à Véronique et puis on se retrouve après pour quelques questions. Véronique, c'est à toi. Merci Cédric et merci à l'ESSAV de me convier à ce rendez-vous du design graphique. Alors effectivement, comme tu le dis Cédric, je ne suis pas graphique, je ne suis pas designer graphique, mais j'interviens dans un champ du design qui évidemment comporte beaucoup de design graphique. Et donc, je partage beaucoup de temps avec des designers graphiques et évidemment, j'ai aussi une approche et des intentions graphiques dans les projets, même si ma partie concerne plutôt le travail de l'espace d'exposition. Voilà, donc en fait, je suis scénographe d'exposition. En anglais, on dirait exhibition designer. Dessiner des expositions, c'est partir d'un sujet donné pour le mettre dans un espace donné en général. Voilà, ça, on va dire que c'est les deux points de départ qui font qu'on met en forme dans un espace un sujet. Et je travaille autant sur des expositions d'art que sur des expositions d'histoire et de société ou des expositions scientifiques. Enfin, voilà. Donc, je vais vous présenter un peu tous les sujets qu'on aborde en faisant ce métier-là. Et évidemment, il s'agit de récits, il s'agit de raconter des histoires, de fabriquer des parcours et donc de communiquer et de transmettre des sujets ou des œuvres à un public. Voilà, voilà. Donc, j'ai une petite agence, je ne travaille pas toute seule. Je travaille à Paris, je viens à l'ESSAV une fois par an. Et je travaille en association avec Rémi Dumas-Primbaud, avec qui on a monté l'agence du EMA. Et voilà, je vais donc vous présenter quelques projets que nous avons réalisés. Je vais vous présenter des projets et puis ensuite, je voulais vous raconter comment se font les choses en fait, comment se fabrique en fait l'exposition à travers les dessins, le chantier, enfin toutes les étapes qui font qu'on arrive à une exposition. Voilà. Alors, pardon. Voilà. Donc j'ai sélectionné quelques projets pour essayer de couvrir un peu l'amplitude des sujets qu'on aborde et des musées avec qui on peut travailler. Donc, je commence par les expositions d'art qui sont peut-être, on va dire, les expositions les plus classiques. Enfin, c'est ce qu'on envisage, je dirais, d'un premier abord très facilement, l'idée qu'on expose de l'art. Donc là, nous, scénographes, nous travaillons surtout avec un corpus d'œuvres, c'est-à-dire que les commissaires vont nous livrer
un ensemble d'œuvres qu'on va devoir exposer dans un espace. Donc ici, je vous présente. Alors, je vais passer assez vite, je pense, sur les projets. Là, je vous présente une exposition, La boîte de Pandore, qui était une exposition de photographie au musée d'art moderne. Et c'est une exposition qui présente la photographie et l'histoire technique de la photographie. Donc, à travers tout le parcours, en fait, on va découvrir une histoire de la photographie à travers l'œil d'un commissaire et donc avec une mise en espace qui essaye d'accompagner le discours de ce commissaire qui a une intention forte en général au départ. Donc là, je vous présente des photos de cette mise en espace. Ici, c'est également une exposition d'œuvres d'art pour le Centre Pompidou. Et c'était une exposition assez particulière puisqu'il s'agissait de présenter et de mettre en espace uniquement des œuvres de femmes. C'est une exposition que le Centre Pompidou a souhaité mettre en place. Après 30 ans d'exposition, le Centre Pompidou s'est rendu compte que les femmes étaient très très peu représentées, alors qu'elles étaient, les œuvres étaient dans les réserves, mais ne sortaient presque jamais des réserves. Donc, ils ont souhaité, pour rééquilibrer, on va dire, cette question, faire une exposition uniquement avec des œuvres de femmes. Et alors, voilà. Alors, pour cette exposition, en fait, on a choisi dans les collections permanentes, dans les espaces des collections permanentes, de déformer légèrement les simèses, les murs sur lesquels on accroche les œuvres, pour montrer que derrière les murs se cachait une collection en fait qu'on n'avait probablement pas encore assez montrée au public. Donc ça, c'était le concept scénographique qu'on a proposé. Et là, on voit la place du graphisme. On voit que le graphisme prend une place relativement importante puisque tout le titrage procédait de la même façon, c'est-à-dire qu'on a découpé les simèses et en fait, la lumière passe à travers la simèse et les titrages apparaissent comme ça. Ici, une autre exposition d'art, également pour le Centre Pompidou, qui présentait là une œuvre un peu singulière également, puisqu'il s'agit de l'œuvre cinéma. Donc, les collections cinéma du Centre Pompidou. Et donc là, on a installé dans la très grande allée centrale du Centre Pompidou un ensemble de projections et le public pouvait découvrir tous les films installés de part et d'autre de la galerie et avec des assises installées dans toute la galerie, ce qui fait que c'était une énorme salle de cinéma. Et de façon contiguë étaient installées des œuvres qui étaient mises en relation avec toutes les grandes périodes de l'art et donc accompagnées évidemment par le cinéma qui a traversé toutes ces périodes. Je vais très vite et vous me poserez des questions évidemment après. Également une exposition d'art plus classique qui présente une collection de Matisse, Cézanne et Picasso, mais à travers l'histoire d'une famille qui est la famille Stein, qui est une grande famille de collectionneurs. Il y avait 3 frères et sœurs et chacun ont collectionné leur artiste préféré. Donc l'un Matisse, l'autre Cézanne, la troisième Picasso, Gertrude Stein. Et en fait, cette exposition présente à la fois les œuvres et présente l'histoire de ces collectionneurs. Donc c'est une exposition avec une double collection, collection d'œuvres et collection d'archives pour présenter la famille. Alors, pour organiser ce double parcours, on a dessiné l'exposition classique qui recevait donc les œuvres d'art
Et puis, à l'intérieur, on a dessiné des boîtes qui coïncidaient avec l'histoire de chacun des personnages de la famille et de chacun de ses collectionneurs. Et c'est là qu'on a pu présenter tous les documents d'archives qui sont des éléments qui sont très différents d'une œuvre qu'on installe sur une CIMES pour pouvoir l'apprécier et la contempler avec un certain vide autour. Donc, on a fabriqué ce qu'on a appelé des boîtes documentaires. Et sur ces petits dessins, sur ces croquis, on voit en fait comment on a procédé sur le plan ici avec le parcours qu'on dessine et les différentes boîtes en couleurs qu'on a installées et qui ont ponctué le parcours et accompagné en fait la lecture des œuvres. Donc évidemment, quand on fait des expositions, de la scénographie, on travaille également avec les couleurs, beaucoup. Et là, on voit donc des propositions de mise en couleur. Je passe à d'autres sujets. Donc là où, effectivement, dans les expositions d'art, l'essentiel de ce qu'on propose au public est la contemplation des œuvres. Dans d'autres sujets d'exposition, c'est bien différent parce qu'il y a de temps en temps de la contemplation d'œuvres ou d'objets d'art, mais parfois pas. Parfois, on n'a pas de collection pour présenter un sujet d'exposition. Ou parfois, on a très peu de collection, mais pourtant, il y a beaucoup de choses à raconter au public. Donc, je vais passer à des sujets qui mélangent un peu ces deux aspects. Ici, c'est une exposition qui présente un site archéologique. Un site archéologique qui est magnifique, mais quand on va dans l'exposition, évidemment, on est très, très loin du site. Et donc, pour permettre au public de comprendre la beauté du site, alors, on utilise des tas de moyens qui sont des moyens vidéo et notamment de l'image. Là, on a proposé pour cette exposition de présenter vraiment le paysage au public parce que s'il y a des vestiges archéologiques, donc des petits objets qu'on peut amener dans un espace d'exposition, le site, lui, ne peut pas voyager et il faut quand même donner un peu plus que les fragments au public. Donc là, on a proposé en fait de très, très grandes images en mouvement de ce paysage. On a été filmé là-bas et donc on essaye de plonger le visiteur dans de très grandes images qui présentent ce site magnifique. Alors, sur un dessin comme celui-ci, on voit finalement que on traite beaucoup de choses dans l'exposition. Vous voyez des... vous voyez des petits pictos qu'on installe sur le plan, sur lequel on dit expérience immersive, ambiance audio, écran tactile, etc., etc. Et donc, en fait, par là, on présente les différents dispositifs de médiation qui vont pouvoir raconter et présenter l'histoire au public. Puisque finalement, pour une exposition comme celle-ci, on a assez peu d'œuvres et donc il faut utiliser plein de moyens et plein de médias pour présenter le sujet. Et c'est là que, évidemment, le graphisme intervient de tous les côtés, que ce soit dans les écrans, au mur, dans l'image, etc., etc. Donc ça, ce sont les œuvres. Donc c'est très fragmentaire. Et ça, par exemple, c'est un dispositif qui présente à la fois le paysage en carte relief et qui présente le site sur une journée. Donc, quand on est dans cette salle, on a le site du matin au soir, du lever de soleil au coucher de soleil. Donc, ça fabrique une ambiance très forte, une atmosphère forte qui nous donne le sentiment du lieu, de la sensation. Une autre exposition qui parle alors de préhistoire, pas tout à fait d'archéologie, mais de préhistoire, qui présente une grotte, la grotte de Lascaux, grotte qu'on ne peut plus visiter. Alors là, il faut présenter au public quelque chose qu'on ne peut plus aller voir.
Et cette exposition, en fait, racontait l'histoire de la reproduction de la grotte, de la copie, et puis toute l'histoire de sa découverte et l'histoire de la vie des hommes à cette période-là. À travers, évidemment, un récit de préhistoriens qui connaissent une partie de l'histoire, mais ne peuvent pas tout dire. Donc, c'est pareil, c'est un sujet sur lequel il y a des indices, il y a des fragments, et nous, scénographes, on doit proposer des liens, des médias qui racontent tout ce que les préhistoriens, les différents chercheurs savent de ce sujet-là. Donc, cette exposition avait la particularité d'être itinérante. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire voyager et mettre en container et plier, démonter pour aller parcourir plusieurs continents, en l'occurrence. Et donc, cette exposition présentait des échantillons de grottes, mais un échantillon de grotte, c'est quand même très, très gros, puisque ça fait 8 mètres de large par 4 mètres de haut. C'est des plans. Et puis, ces échantillons de grottes, il faut les mettre en conditions lumineuses, il faut éclairer les dessins, puisque la grotte de Lascaux est une grotte peinte, et c'est pour ça qu'elle est très intéressante. Et donc, en fait, il faut permettre au public de rentrer dans un espace qui lui donne les conditions d'appréciation et la lumière qui traduit la grotte. Et puis, à côté de ça, donc ça, c'est l'intérieur de cette énorme cabane, en fait, qu'on a construit, qui fait quand même presque 300 mètres carrés. Et à côté de ça, à côté de cet intérieur qui présente des reproductions, donc, on trouve tous les médias qui vont permettre de comprendre tout ce que les préhistoriens connaissent de la grotte et veulent transmettre à nous autres béotiens. Voilà, donc ça passe par des dispositifs qu'on peut manipuler, comme ici ou là, des cubes avec lesquels on peut jouer. Et ça passe évidemment par des tas de petits dessins, des modes d'emploi, des titrages, etc., etc. Encore une fois, le graphisme est très, très, très présent partout. Je passe encore à d'autres sujets. Là, il s'agit d'expositions d'histoire et de société. Donc, encore une fois, c'est des sujets dans lesquels on a un peu de collection et beaucoup de récits. Quand on a beaucoup de récits, c'est des livres à lire, des pages et des pages, ou des heures et des heures d'écoute de spécialistes qui vous racontent un sujet et qui aimeraient en dire le plus possible au public qui va visiter l'exposition. Donc nous, on doit pouvoir concentrer ça pour le mettre dans une salle. Là, par exemple, c'est une exposition qui parle de la révolution russe d'octobre 1917 et qui présente cette histoire-là à travers les tracts de l'époque, puisque c'est la période en fait où on commence à faire des tracts pour diffuser de l'information politique. Et donc cette exposition présente ça. Donc il y a beaucoup de documents graphiques, énormément, et toute une histoire géopolitique, donc géographique et politique. Et donc là, il y a effectivement un grand accompagnement graphique de tout ça, puisque il faut à la fois séquencer ça dans l'espace. Chaque tract, chaque image est datée, correspond à une période de la Révolution, Donc là, le graphisme accompagne vraiment de façon très, très cadrée le corpus d'images que les chercheurs ont collecté pour présenter le sujet. Donc, il y a aussi de la cartographie,
Donc, il s'agit de dessiner et là de mettre aussi au mur un contenu graphique. Voilà. Ici, on est dans un tout autre sujet, mais qui parle aussi de société et d'histoire de la chasse. Alors, avec des collections et des bébêtes. Ici, alors ce musée se situe dans un château, monument historique, dans lequel il faut poser les choses avec beaucoup de délicatesse dans ce cas-là. Et c'est un musée dans lequel il y a des collections, mais pas seulement. Il faut raconter toujours la même histoire, développer des médias pour raconter le sujet. Et puis ici, je vous montre un espace bien particulier de ce musée-château, qui est une collection de ce qu'on appelle des massacres, qui est toute une époque de notre histoire, où quand on chassait, on accrochait toutes les têtes des bêtes chassées. Et donc, on a gardé cette salle qui existait, on l'a gardée, on a presque réaccroché tous les massacres de la même façon, mais on a composé, on a fabriqué une programmation lumineuse. Alors, on peut rentrer dans la salle, dans cette salle, au moment où elle est un petit peu éclairée. Et puis, tout d'un coup, tout le lustre s'éteint. Et en fait, on vient pointer chaque tête, chaque bête, et ça nous raconte l'histoire géographique de la chasse. Toutes les têtes accrochées correspondent à des endroits de la planète différents, et donc les espèces sont réunies de cette façon-là. Et là, c'est la lumière qui va fabriquer le récit. Il n'y a pas du tout de graphisme dans cette salle. Voilà. Et pareil, là, on convoque aussi le film, la vidéo, l'image animée. J'avance. Et ici, on voit que tous les textes graphiques sont installés sur des branches parce qu'on a été convoqué et chercher d'autres éléments de la nature pour contrebalancer la présence de ces bêtes. On a été chercher des branches pour accrocher tout le dispositif graphique du musée. Alors, celui-là, je vous le montre aussi parce que on y reviendra tout à l'heure pour vous parler un peu de la façon de faire les musées ou les expositions. Ça, c'est une très grosse exposition pour un musée qui était en construction, qui est maintenant ouvert depuis 6 ans, et qui parle de société. C'est un musée à Lyon qui s'appelle le Musée des Confluences et qui a une collection très hétéroclite qui vient de partout. Il y a des objets techniques, des voitures, des métiers à tisser, des œuvres d'art, beaucoup d'objets du monde entier, des objets qui viennent du Japon, des objets qui viennent d'Océanie, enfin bref, de tous les continents, et tous différents, tous d'époques qui n'ont rien à voir, donc très compliqué de faire une exposition avec tout ça. Et pourtant, c'est la collection de ce musée, et ça parle en fait de l'histoire de nos sociétés sur la planète. Très large sujet. Tout ce que vous voyez ici en couleur, ce sont les collections qu'on représente comme ça, nous, pour travailler, de couleurs différentes pour indiquer qu'il s'agit de parties différentes de l'exposition. Et puis, on les voit en élévation et en vue de dessus. Évidemment, on travaille beaucoup en plan. Le plan nous permet d'installer toutes les collections et nous permet aussi de dire comment on circule dans l'espace qu'on compose. On travaille en maquette et en 3D.
Et puis voilà, l'exposition terminée. Entre-temps, entre la maquette, le dessin, le plan, il s'est passé énormément de choses. Mais on y reviendra plus tard. Et donc là, encore une fois, on voit que dans un espace comme celui-ci, il y a la collection, mais il y a aussi tout un système d'écran dans la salle qui se déploie pour accompagner, mettre en relation en fait les objets avec des images de notre société contemporaine. Donc, aller filmer les lieux aujourd'hui, d'où viennent ces objets, mettre en coïncidence et faire histoire en fait dans l'espace d'exposition. Et puis mettre en valeur les choses qui sont dans les collections. Ici, on voit qu'on met aussi, puisqu'on fabrique des dispositifs qui sont mis en espace. Donc là, on a composé tout un dispositif qui parle de langage dans le monde. Et donc, on a des petits écrans qui dialoguent et qui racontent un sujet au public en s'allumant de façon, je ne trouve plus mon mot, enfin, alternative, pour composer des messages, en fait, et des messages dans plusieurs langues. Donc là, c'est à la fois du graphisme, de la composition volumique, du dispositif numérique, enfin, ça combine beaucoup de choses. Voilà, et ici, un lieu qui est devenu un musée et qui est un lieu qui n'avait pas du tout de collection, mais qui voulait raconter l'histoire de la mine et l'histoire de la vie des mineurs. Alors, je vais aller un petit peu plus vite parce que je pense que je vais trop lentement. Et donc là, dans ce lieu, qui est une ancienne cité minière, comme vous pouvez le voir sur cette image-là, on va décider d'un parcours du sujet à raconter au public, parce que là, il n'y avait pas de commissaire, en l'occurrence, donc c'est des dialogues avec les gens qui sont sur place pour essayer de comprendre ce qui est le plus important à transmettre, à traduire et à faire passer à la fois à un public qui va arriver qui ne connaît pas du tout les lieux et à la fois un public local dont c'est l'histoire. Et donc là, on dessine beaucoup, on fait des schémas, on essaye de communiquer aussi à travers beaucoup de dessins. Et puis, on finit par construire et dessiner le musée avec, alors, pareil, beaucoup d'éléments graphiques, des maquettes et des objets qui racontent le sujet. Voilà, des éléments de vestiges. Alors là, on fait de l'archéologie à l'intérieur du site. Et pareil, du film, des objets à toucher, etc., etc. Et là, en l'occurrence, on a également dessiné une petite roulotte qui est un ambassadeur et qui va à la rencontre de son public en allant dans des écoles, dans des médiathèques pour dire aux gens, venez visiter ce nouveau musée. Et puis, c'est une petite roulotte qui est comme pliée pour aller sur la route et qui se déploie et qui présente au public à l'intérieur un certain nombre de dispositifs. Donc, il y a des fils, des petites mallettes, etc. à l'intérieur. Et puis, j'arrive à la fin de cette présentation pour vous montrer des expositions sur lesquelles il n'y a pas de collection. Et là, c'est souvent le cas alors pas toujours, parce que vous allez voir qu'il y a quand même de temps en temps des collections, c'est souvent le cas des expositions scientifiques où on parle d'un sujet qui est en cours de recherche ou qui est relativement abstrait. Et là, il faut inventer, on va dire, les dispositifs de médiation. Alors, j'ai dit ça, mais ce n'est pas le cas de cette exposition-là. Une exposition d'histoire de la technique et qui présente un lieu,
la monnaie de Paris, où on fabrique les pièces de monnaie et les médailles, tout ce qui est en médailles, pièces de monnaie et monnaie de valeur. Et donc là, on présente au public un savoir-faire. On présente des machines et on présente aussi des métiers. Donc il faut... Alors là, on passe beaucoup par l'image. On passe aussi beaucoup par le numérique avec des écrans qui présentent des processus de fabrication. On passe aussi par l'interview quand il s'agit de comprendre le métier d'un artisan, par exemple. Et de la même façon que tout à l'heure, vous avez vu un plan qui présente les différents médias, mais là aussi, on ponctue le parcours de ces médias et on essaye d'organiser en fait le parcours de façon harmonieuse pour pas que quand on rentre dans une salle, on ait beaucoup trop de texte à lire. Donc, notre travail de scénographe, c'est d'essayer d'organiser la quantité de texte à lire, d'objets à regarder, d'écrans éventuellement interactifs à consulter, pour que tout ça se répartisse de façon harmonieuse dans un parcours et que ce ne soit pas trop lourd ou trop compliqué ou trop dense dans le déroulement de la visite. Et évidemment, tout ça se dessine. Voilà, tout ça se dessine et se met en espace ensuite. Donc là, dans ce musée qui raconte la fabrication de la monnaie, il s'agit vraiment de parler de matière. Donc, on a même le tableau de Mendeleïev qui est présenté, jusqu'à la fabrication d'estampage d'une médaille. Et donc, on présente des savoir-faire, des métiers, et parfois, on met à disposition du public des outils avec lesquels il peut faire pour comprendre. Et là, voilà, ça c'est le cas d'une exposition sur laquelle il n'y a pas de collection, donc il faut concevoir un espace, et tous les médias également, pour dire, voilà, dans cette exposition, pour la Cité des Sciences, on va vous parler de la Terre vue de l'espace, la Terre scrutée par les satellites, et tout ce que ça peut nous raconter sur la Terre aujourd'hui, et toutes les techniques aussi de scrutation de la Terre. Donc c'est un sujet passionnant, très très technique, et il faut quand même réussir à capter le public pour lui expliquer ça. Donc là, c'est un espace permanent à la Cité des Sciences, et c'est une très grosse exposition qui donc, par plusieurs éléments, va montrer à la fois l'histoire de la technique de scrutation de la Terre, et puis qui va présenter aussi des images de cette Terre vue par les satellites. Donc là, hop, on rentre dans une construction dans laquelle on va voir qu'il n'y a pas du tout d'objet de collection et que ce sont des dispositifs, des écrans, du graphisme. Là en fait, on est obligé de tout concevoir. Voilà, il y a juste un moteur de lanceur de satellite qui est là, mais c'est tout. Donc, ça ne fait pas beaucoup comme objet de collection. Donc, c'est vraiment un travail de mise en forme en fait, de tous ces dispositifs et donc de combinaison du graphisme, de l'espace, des dispositifs qui fait qu'on amène le public à comprendre tous ces sujets. Et de même que cette histoire-là continue à travers aussi les publics auxquels on s'adresse. Là, c'est une exposition également sans collection pour une Cité des Sciences qui s'adresse à un très très jeune public. Il s'agit d'une exposition qui aborde des sujets scientifiques très simples, mais qui fait qu'on doit tout concevoir dans un espace comme celui-ci.
Et là, nous, designers, on s'occupe vraiment de savoir à qui s'adresse l'exposition. Et donc, en l'occurrence, un public de 2 à 7 ans, c'est un public bien particulier, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose qu'un public d'adultes qui va se promener dans une exposition. Donc, on dessine encore beaucoup pour savoir comment se comportent les enfants dans l'espace, etc., pour savoir comment ce qu'on va dessiner va pouvoir convenir en fait au public qui va venir dans l'exposition. Et puis, voilà, là, on arrive au résultat. Et puis, on dessine donc les objets, les espaces qui vont permettre et convenir en fait à ce tout jeune public de profiter de ces différents sujets. Là, en l'occurrence, on voit une petite voiture avec une sorte d'atelier de mécanique qui permet de comprendre comment sont montées les choses, comment ça se monte, comment ça se démonte, etc. Un dispositif avec de l'eau pour comprendre comment on peut faire un barrage, faire tourner des petits moulins, etc. etc. Enfin, c'est des applications très simples, mais qui permettent d'appréhender certains phénomènes physiques, en l'occurrence. Et ici, un petit dispositif sur l'équilibre. Voilà, et donc là, c'est pareil, on dessine, on fait des plans, des élévations. On remet toujours le public en situation devant les objets, les espaces qu'on dessine, pour savoir si on est dans les bonnes dimensions, si on est de façon ergonomique à la bonne, bien juste pour le public qui va venir visiter cette exposition. Voilà. Voilà pour les expositions que j'ai brossé un peu, peut-être un peu vite, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour vous dire un petit peu comment se font les choses, j'ai eu deux séquences qui vont suivre, peut-être plus rapides. Je ne sais pas si je suis trop lente ou pas. Vous pourrez Non, mais tout se passe bien. C'est passionnant, donc on suit, il n'y a pas de souci. Je continue, Véronique. Ok. Donc, avant de rentrer dans le temps du dessin du projet, ce qu'il faut peut-être vous dire, c'est qu'on a évidemment un client, nous, designers, scénographes. On a un client qui est le musée qui dit, voilà, on voudrait faire une exposition sur tel sujet. On a évidemment les spécialistes, les conservateurs, les commissaires, les curateurs qui connaissent très bien leur sujet. Et on a les lieux. Et voilà. Et parfois, évidemment, on a les collections à mettre dans tout ça. Donc, quand un sujet se met en route, évidemment, le commissaire travaille longtemps sur son sujet. Quand il y a une collection, en général, si c'est pour une exposition temporaire, il se charge de réunir toutes les pièces qui vont être exposées. Et puis, nous, on arrive à un moment où le commissaire a écrit le sujet. Il a dit, ça y est, j'ai pu réunir toutes ces pièces-là. J'ai 50 pièces, un sujet qui s'organise en 3 parties. Et je sais que j'ai une salle de 500 mètres carrés pour mettre tout ça. Et là, en général, s'arrêtent les compétences du commissaire. Et c'est là que le musée a besoin de convoquer des designers, scénographes, designers graphiques, enfin, tous nos métiers. Alors, en France, parce qu'on travaille beaucoup en France, un petit peu à l'étranger, mais surtout en France, ça se passe, ça se fait à travers des concours. Les musées lancent des concours. Il faut candidater, donc envoyer un dossier qui présente notre travail. Et puis ensuite, après ça, si on est retenu, si notre candidature est retenue, vient le temps du concours. Et là, nous, scénographes, recevons en général un dossier écrit qui est le synopsis de l'exposition et un dossier d'œuvre quand c'est une exposition avec des œuvres. Et évidemment, un plan de l'espace dans lequel on doit travailler. Ça, c'est les 3 ingrédients avec lesquels on part pour faire un concours.
Alors, je vais rentrer dans l'histoire d'un concours, par exemple, pour vous montrer ce que nous remettons en fait à notre maître d'ouvrage, parce qu'on l'appelle comme ça. Nous, on est des maîtres d'œuvre et le maître d'ouvrage, c'est l'institution. Et donc, je vais vous montrer en fait 2 dossiers qui présentent les étapes de travail. Et le premier, c'est un concours. Alors, voilà, ça, c'est un dossier qu'on remet quand on fait un concours. Là, il s'agissait d'une exposition sur les fables, une exposition organisée par la Bibliothèque nationale de France et le Louvre Abu Dhabi. Donc, c'est la Bibliothèque nationale qui prête ses collections au Louvre Abu Dhabi pour faire une exposition temporaire sur l'histoire des fables. Et voilà ce qu'on fait à partir de ce que nous avons reçu. D'abord, il faut répondre en anglais, là, en l'occurrence. Donc, on doit tout écrire en anglais. Ensuite, dans nos réponses, il y a souvent pas mal d'écrits, parce qu'on fait des notes d'intention pour expliquer notre façon d'approcher le sujet, pour dire, voilà, on a bien lu votre histoire, on a regardé les pièces, on a regardé l'espace dont on dispose pour faire ce projet, et alors on pense qu'on peut intervenir de cette façon-là. C'est vraiment une note d'intention. Ensuite, ça continue. Cette note d'intention concerne plusieurs aspects du projet. Il y a la partie vraiment espace et parcours. Donc, et puis, là, en l'occurrence, sur une exposition comme celle-ci qui présente des manuscrits très, très rares et très fragiles, il y a un aspect qui est très, très important, c'est la lumière. Parce qu'on doit éclairer très faiblement les manuscrits et par contre, il faut quand même éclairer le parcours du visiteur. Donc, il y a tout un travail de lumière très délicat à mettre en place. Et puis, là, on rentre dans le découpage de l'espace en reprenant en fait le plan du synopsis et les parties qui sont décrites dans ce synopsis. Et là, on organise l'espace, on le découpe et on commence à faire le plan. Alors, sur un plan comme celui-ci, on met différentes couleurs pour bien séquencer les différents espaces. Et puis, vous voyez qu'il y a tout petits rectangles de toutes les couleurs. Et ça, ce sont en fait les collections. Parce qu'il faut tout dimensionner, il faut tout mettre en relation. Sinon, si on ne fait pas ça, eh bien, on peut ne pas faire rentrer la collection à l'intérieur de l'espace. Voilà. Donc là, c'est vraiment, on pose les choses à plat. Et puis, on présente le parcours. Donc, avec cette flèche, on dit, ben voilà, vos visiteurs vont circuler comme ceci dans cet espace. Donc, ça indique aussi assez précisément, c'est une esquisse, ce qu'on construit. On voit qu'on construit des cloisons qui vont inviter le visiteur à circuler d'une certaine façon. Oui, parce que juste une question là pour être sûr. En fait, quand je me permets d'intervenir, Véronique, c'est-à-dire que c'est un espace vide, c'est-à-dire que vraiment c'est un espace vierge, entre guillemets. Alors, ouais, tu as raison. C'est peut-être ça que j'aurais dû vous montrer aussi. C'est-à-dire que nous, on reçoit comme plan ça, les contours juste. Il n'y a rien dedans. Oui, on est bien d'accord, oui. Voilà. Donc, effectivement, on dessine vraiment l'espace de visite. Et puis, ensuite, là, par exemple, on donne une idée du parcours en faisant une sorte de storyboard, en indiquant qu'on arrive dans un premier espace,
et puis que dans le second, on aperçoit ceci, cela, qu'on a des tables pour consulter les manuscrits, etc., etc. Et que là, dans cette exposition, on avait, parce que le commissaire se posait la question, et donc posait la question au scénographe, on avait proposé donc un espace de conte au centre de l'exposition. Donc là, sur ce document-là, ça répond un peu à ta question, Cédric. On voit le plan de départ, le plan de base, et on voit ce que l'exposition occupe comme espace. C'est-à-dire que finalement, pour une exposition comme celle-ci, on est loin d'occuper tout l'espace d'exposition temporaire dont dispose, en l'occurrence, parce que cette exposition a une collection qui fait qu'on ramasse l'espace, ce qui veut dire qu'on construit même une boîte à l'intérieur de la boîte musée. Et ici, dans ce cas-là, puisqu'on n'intervient pas dans toute la surface, on explique pourquoi on occupe ces surfaces-là dans cette galerie et pas plus. Et on le justifie en montrant en plan toutes les collections, tout ce petit alignement que vous voyez en bas de l'écran. Ce sont encore une fois les collections de la place que va occuper la collection dans l'exposition. Et voilà, ici, on donne une idée de l'organisation de la salle en perspective. Alors là, en perspective plongeante, et on comprend comment se déroule aussi le récit, puisque on indique à ce moment-là ce que vont être, comment sont positionnés les dispositifs. Donc, ce qu'on voit en jaune, alors, et qu'on appelle D1, D2, ce qui répond, ce qui fait lien avec le texte qu'on a écrit plus haut et ce qui répond aux demandes en fait formulées par le commissariat. On montre comment le parcours est ponctué par les différents dispositifs. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'au centre, il y a un espace comme un grand chapiteau qui va recevoir le compteur. On le présente aussi en élévation. L'élévation, ça permet de situer les choses dans leur horizon, dans un horizon de lecture. Donc, on voit des visiteurs, on voit la hauteur à laquelle on place des textes, la hauteur à laquelle on accroche les œuvres. Voilà, ça permet de situer l'horizon. Après le plan, c'est assez pratique comme image pour comprendre comment sont dessinés les mobiliers, l'accrochage, la position des textes. Ensuite, on travaille aussi à la couleur. Donc là, en l'occurrence, on a été chercher dans les manuscrits des tas de couleurs, des tas de couleurs pour essayer de constituer une gamme. On va un peu plus loin. Une fois qu'on a fait un choix de couleurs, on pose les manuscrits dessus pour essayer d'évaluer l'harmonie qu'on fabrique entre les œuvres et le fond coloré. Ça, c'est vraiment du travail d'esquisse et de la recherche. Ensuite, on propose une image sur laquelle on pose cette proposition couleur. C'est de l'ordre de la proposition puisque on n'en est pas encore à un moment où on va décider de tout, puisqu'on en est vraiment au stade de la proposition. Et puis, on avance un peu. Après la couleur, on propose aussi des matières. Parce qu'évidemment, tout ça
un peu de volume, de matière, et c'est important de le choisir. Et là, on avait une demande un peu particulière, puisque quand on fait des expositions temporaires, de plus en plus et heureusement, maintenant les musées essayent de conserver un certain nombre d'éléments, notamment les vitrines, les verres, tout ce qui est réutilisable, évidemment. Donc là, sur ce dessin-là, on voit qu'on présente tout ce qui est conservé et tout ce qui sera construit. Donc en bleu, tout ce qu'on garde, et en rose, tout ce qu'on va construire. Et puis après, on rentre dans un développement sous forme de croquis des dispositifs qu'on va proposer au public. Et j'avance un peu plus vite. Et on écrit aussi à ce sujet-là. Et donc là, on développe un peu la narration et le contenu de ces dispositifs. On les dessine. Donc là, on a décrit chacun des dispositifs. On montre des références aussi quand il s'agit de dispositifs de films ou de films d'animation. On suggère des références puisqu'on n'est pas encore dans la définition de ces médias. Et on les décrit. Et évidemment, on arrive au design graphique, puisque pour accompagner tout ça, il y a toujours des textes, des illustrations, de la cartographie, des chronologies aussi. Et donc là, c'est pareil, c'est une première approche. Ça montre aussi la dimension des éléments graphiques dans un espace. C'est-à-dire que là, on voit une visiteuse devant un grand mur de cartographie. De la même façon, on présente la combinaison et la mise en place des textes. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'une exposition bilingue. Donc, il faut réfléchir, trilingue, pardon. Il faut réfléchir à trilingue. Et il faut combiner et réfléchir à la façon de composer ce multilinguisme en exposition, ce qui est désormais la règle. C'est au minimum bilingue, et en général, c'est trilingue désormais. Donc, on présente les textes d'introduction, les textes de section, parce qu'il y a toujours une hiérarchie de l'information, et donc plusieurs niveaux, évidemment. Donc, parfois plusieurs tailles de texte, et tout ça doit être évidemment bien dessiné et bien élaboré. Donc, il faut choisir les typographies, il faut montrer les dimensions qu'on leur donne, etc., en fonction de la hiérarchie des textes. Et là, on arrive à la partie la plus petite du texte, qui est le cartel. Donc, le cartel qui décrit l'œuvre, qui donne une information sur l'œuvre. Alors, le cartel peut être juste descriptif, mais parfois, et ça arrive assez souvent quand même, parce qu'il y a des commissaires très bavards, le cartel est très commenté. Et tout ça, toujours là, en l'occurrence, en trilingue. Ensuite, on fait des hypothèses de mise en place sur le mobilier pour donner une idée aussi de l'emprise de tout ça. De la même façon sur les cimaises, les murs d'exposition. Et là, on présente également des documents qui montrent, alors évidemment à l'écran c'est pas juste parce que, mais on présente des documents qui présentent l'échelle 1 de la typo pour donner la dimension de lecture que le public aura sous les yeux. Et puis, pour finir, on présente l'équipe qui va travailler sur le sujet
Et c'est là qu'on voit que ça fait du monde, mine de rien, parce qu'il y a toujours un scénographe, un designer, un lighting designer, un graphic designer, etc., etc. Donc, en fait, il y a plein de compétences réunies pour composer une équipe de scénographie. Des personnes qui font du multimédia, de l'audiovisuel, etc., etc. Et puis, pour finir, le plus beau, il faut chiffrer tout ça parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on propose doit être évidemment réaliste et rentrer dans une enveloppe donnée par le musée. Donc, si on choisit de faire des cartels en or massif, eh ben, il faut les chiffrer en or massif. Et si on choisit de faire des mobiliers en formica, il faut les chiffrer en formica. Voilà. Là, donc, il faut qu'on ait toujours une idée de la valeur financière de ce qu'on propose. Et en général, il ne faut pas se tromper, parce que si on se trompe, on recommence tout le travail de design pour rentrer dans l'enveloppe budgétaire qui est donnée par le musée. Donc, c'est un exercice qui prend aussi du temps. Et puis, de la même façon, arrive le temps du projet, le temps de développement du projet. Et là, on propose un planning avec différentes étapes. Et en général, après l'esquisse qu'on vient de proposer pour le concours, si on est retenu et qu'on développe le projet, il y a ce qu'on appelle un APS, avant-projet sommaire, où on continue à développer les idées, parfois avec des modifications, parce que quand on discute avec les commissaires, les régisseurs de musées aussi, ceux qui travaillent à toute la technique et à l'exploitation des lieux, on modifie des choses. Et puis ensuite vient le temps de l'avant-projet détaillé. Donc là, on rentre vraiment dans le détail des choses. On commence à dessiner le mobilier de façon précise pour pouvoir transmettre après au fabricant des plans qu'il va pouvoir interpréter pour mettre en œuvre tout le projet et le fabriquer pour de bon. Voilà pour un dossier de concours. Alors peut-être qu'après, je vais aller très vite. Ça, c'est un dossier de la phase après, un avant-projet. Et là, il s'agit d'un musée de sciences et techniques, un musée qui souhaitait, parce qu'en fait, il n'a jamais été construit finalement, qui souhaitait présenter toute l'histoire du commerce maritime et de la technique du transport sur les océans. Donc, sujet très complexe qui concerne aussi des sujets environnementaux, qui parlent de l'océan, de la mer, etc., des métiers de la mer. Et là, gros musée, mais zéro collection. Donc là, il faut tout proposer. Alors, je vais aller très vite parce que c'est long. Et voilà. Et donc là, c'est pareil, on revient à la note d'intention, au parti pris conceptuel, hop, au cheminement, donc le parcours. Là, dessin qui présente les circulations dans l'espace que le musée va occuper. Donc là, le musée occupait 2 grands espaces. Un en rez-de-chaussée qui était une salle complètement noire et l'autre tout en haut qui était une salle très panoramique qui donnait sur le port commercial du Havre donc, et sur la mer. Voilà, donc une approche... pardon, je m'excuse. Une première approche signalétique, puisque là, on parle de parcours et de circulation. Et puis, là, après, on rentre aussi dans des questions d'accessibilité, de consultation, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on pense toujours à notre public. Parce
Ok, on parle d'un sujet, on dessine des tas de trucs pour raconter le sujet, mais tout ça, c'est toujours à destination d'un public et on le souhaite le plus large possible. Et on souhaite aussi que ce public puisse venir en groupe, en famille, tout seul, et que le musée et le lieu qu'on lui offre va pouvoir satisfaire toutes sortes et toutes formes de public. Les médias, la lumière, le son aussi, dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est très important et qui fait partie du récit aussi. C'est-à-dire que on peut raconter des histoires dans une exposition, et puis il peut y avoir aussi des ambiances sonores qui vous plongent dans des atmosphères sonores. Il n'y a pas que l'image, évidemment. Des questions désormais incontournables d'approche écologique de la matière et du traitement de la matière. L'organisation des flux, parce que ça, c'est une chose importante aussi quand on visite un lieu. Quand il y a beaucoup de monde, il faut savoir comment on peut répartir le public dans un espace. Et là, on rentre dans la description de chacun des espaces. La vigie, donc c'est l'espace qui est tout en haut, l'espace panoramique dans ce musée, en haut de la tour. Et donc là, j'avance parce que bon, on décrit beaucoup de choses. On écrit beaucoup aussi quand on fait des projets comme ça. On dessine toujours pas mal aussi. Donc on a décrit les dispositifs. Là, on les présente de façon globale dans une axonométrie. Et puis en haut de l'écran, là, vous voyez un petit l'espace qui est rappelé. On vous rappelle qu'on décrit cet espace en haut de la tour. Et puis, les traitements graphiques, donc, qui sont complètement partie prenante en fait, du projet, parce que souvent, on a du graphisme de très, très grande dimension dans un projet comme celui-ci, notamment quand on n'a pas de collection. C'est-à-dire que là, on est dans une représentation graphique qui est autant de l'illustration que de... Ça éclaire la salle aussi. Là, c'était un mur lumineux composé. Donc, ça accompagne vraiment tout l'espace d'exposition. Les dispositifs détaillés, la vue en plan, une vue en plan qui présente l'espace et le public à l'intérieur de l'espace. Et là, je redescends dans ma salle du rez-de-chaussée et c'est la même chose. On présente de façon détaillée tous les dispositifs, l'axonométrie. Donc, là, on présente de façon assez systématique pour essayer d'être très clair dans l'organisation de notre exposé. Les dispositifs en plan, des vues en 3D. Et là, en l'occurrence, tout ce qui est dessiné sur cette 3D, ce sont des objets, des dispositifs qu'on propose, puisque, encore une fois, c'est un musée qui n'a pas du tout de collection. Donc là, on est parti des textes du comité scientifique pour mettre en place tous ces éléments-là. J'avance parce qu'il y a encore d'autres espaces dans ce musée, avec du film immersif. Et là, voilà, on arrive à la partie graphique. Donc, on va s'arrêter un peu plus dessus. Et on présente ici la façon de traiter le graphisme globalement, à la fois dans le bâtiment, parce qu'il s'agissait de faire la signalétique directionnelle et la signalétique muséographique. Qui dit signalétique muséographique dit tout ce qu'il y a au mur, mais aussi tout ce qu'il y a dans les écrans. La charte qui va accompagner la consultation du public dès qu'il y a du numérique, dès qu'il y a des écrans qui proposent du contenu. Voilà, donc là, il y a une première planche qui présente un vocabulaire, les alphabets, le vocabulaire graphique qu'on
qu'on met en place. Les déclinaisons, les pictogrammes qui peuvent être dessinés. Parce que là, il s'agit aussi de penser toujours qu'il y a des syntaxes, que tout ça est très imbriqué. Des syntaxes, images, photos, images en mouvement, etc. Et voilà. Pour un sujet comme celui-ci, il y avait beaucoup de cartographie. Donc, c'est un sujet de dessin et d'illustration qui est important. On présente toutes les pistes pour les schémas, les cartes. Et là, on rentre dans des hypothèses de repérage, etc., etc. Et on commence à voir ce que peuvent donner les compositions avec tout ce vocabulaire qui est mis en place dans les différents espaces. Donc tout ça est aussi un travail qui est mis à l'échelle. On voit le visiteur, hein, là, à chaque fois qu'il se promène. Et voilà. Alors, je ne vais peut-être pas vous décrire tous les dispositifs qui suivent, parce que c'est pareil. On décrit après un à un tous les petits, enfin petits ou gros éléments qui composent l'exposition. Mais là, en l'occurrence, on va assez loin pour décrire, je passe les images, hein, les dispositifs un à un dans chacun de ces espaces. Et qui vont... on voit l'ampleur de ce que c'est qu'un dossier. Voilà. Donc là, je vous passe un peu les images, mais c'est vrai qu'après, c'est très, très long parce que on raconte comment va fonctionner le dispositif, comment on va mettre tel sujet en œuvre. Alors, c'est vrai que c'est voilà, ce que vont contenir tous les écrans et comment on les agence, comment on les met à disposition du public, etc. Mais là, ça, en fait, si je puis me permettre, Véronique, ça amène peut-être une question tout de suite. C'est-à-dire que c'est évidemment des dossiers de conception extrêmement volumineux. Mais on est encore en phase concours pour ce type de... Non. Là, on est en APS. Hein. Voilà, là, ça y est. Le concours a été gagné et on va un peu plus loin dans le... Et donc, évidemment, tout ce travail est rémunéré à sa juste valeur. Parce que voilà. C'est peut-être aussi la question qu'on peut se poser, enfin pour des béotiens, et des gens qui ne connaissent pas bien la nature de ce métier. Quand vous êtes en phase concours, vous êtes aussi rémunéré pour ce travail, ou comment ça se passe? Parce que c'est aussi un travail de conception extrêmement important et qui oui, je suis tout à fait d'accord. Alors la phase concours est indemnisée. On ne peut pas dire que ce soit rémunéré. Enfin, c'est très, très, très rare un concours qui soit rémunéré. Voilà. Il est indemnisé. Peut-être peux-tu préciser la différence entre indemnisé et rémunéré? Alors, payé, ça veut dire qu'on est payé pour le temps de travail qu'on passe, et que ça nous rémunère. Indemnisé, ça veut dire qu'on reçoit une prime, bon, variable, hein, ce n'est pas toujours les mêmes, prime qui, on va dire, rembourse tous les frais d'impression, d'image aussi, parce que parfois on sous-traite les images 3D, parce qu'on ne peut pas tout faire, nous, tout seuls à l'agence, parce qu'on n'est pas nombreux. On est 4, 5 maximum. Et donc, voilà, en général, quand on est indemnisé, ça couvre les frais du concours, mais ça ne nous paye pas. Et en même temps, on est obligé de faire des concours pour rentrer du travail. Si on ne fait pas si on fait pas ces concours, on n'a pas de boulot derrière. Donc, oui, parce qu'on a bien compris que c'était vraiment le protocole, enfin, je veux dire, largement admis et répandu pour la question de la scénographie d'exposition, que ça soit permanente ou temporaire. Exactement. Alors, en général, pour les musées, pour les expositions permanentes, les concours sont plutôt rémunérés, on va dire. Pas forcément
sont très bien payés, mais en revanche, pour les expositions temporaires, c'est vraiment de l'indemnisation. C'est-à-dire qu'on investit, finalement, c'est nous qui investissons pour faire rentrer du boulot. Oui, bien sûr. Okay. Voilà, alors après tout ça, ce que je voulais juste vous montrer, et ça c'est assez rapide, j'en ai que peu d'images, c'est le temps du chantier, qui est quand même non négligeable et qui est un temps long du projet, mais qui est un temps assez magique aussi, puisque c'est là que se font les choses. C'est assez formidable tout d'un coup de voir se construire et se mettre en place tout ce qu'on a mis sur le papier pendant X temps. Donc c'est un moment assez grisant, le temps du chantier. Et là, je vais vous montrer des images d'un chantier qui a été assez long, le musée des Confluences, où on est venu s'installer dans des espaces bruts, comme celui-ci. C'est-à-dire qu'au moment même où on devait démarrer, nous, notre chantier de Sénaux, eh bien, la toiture n'était pas terminée. Il pleuvait dans la salle. On devait poser le plancher. Donc, sur le chantier, il y a toujours des tas de moments assez étonnants. Mais on voit quand même que les choses finissent par se faire, puisque sur cette deuxième photo, on voit que le plancher est posé, qu'on commence à voir émerger des vitrines, que ça commence à pousser dans la salle. Et on voit ici quand même que ça fait appel à des tas de métiers aussi. Il y a des serruriers, des menuisiers, des sérigraphes, vraiment des gens qui ont des savoir-faire très, très variés qui participent à ces chantiers. Et on voit que c'est aussi des moments où il y en a partout et que parfois c'est affolant parce que quand on retrouve un espace rempli de tout en carton, alors tout est en boîte, les écrans, les collections, tout arrive et puis remplit l'espace tout d'un coup et il va falloir tout remettre bien à sa place. Alors ça, c'est parfois le temps du chantier le plus effrayant parce que plus personne ne retrouve rien. C'est-à-dire que tout le monde arrive avec son matériel, les électriciens, les éclairagistes, enfin bref, et il y en a partout. Et ça, voilà, c'est comme une énorme machine un peu éventrée. Donc, notamment pour les dispositifs techniques, là, vous voyez tous les petits écrans avec les mots que je vous montrais tout à l'heure. Eh ben, c'est des tas de petites boîtes avec plein d'électronique à l'intérieur. Les électriciens, ils font sortir, là, sur la deuxième image, des câbles pour des tout petits projecteurs qui vont éclairer délicatement le dessous d'objets. Quand il y a des dispositifs numériques, ben, parfois, c'est vraiment comme réparer une voiture, quoi, pour finir de câbler. Voilà, donc c'est quand même un moment assez rigolo aussi, le chantier, parce que c'est une effervescence et une émulation qui est formidable. Et donc, là, on voit aussi des choses un peu étranges, ces espèces de formes très abstraites, en fait, qui sont les socles des objets, qui disparaissent complètement une fois que l'objet est dessus, mais qui fabriquent des formes et des objets très étranges quand il n'y a rien dessus, évidemment. Voilà. Et puis, cette photo est là pour dire quand même que ça représente beaucoup de monde, hein, une exposition. Et chose absolument impardonnable, sur cette photo ne sont pas les graphistes, sont absents. Voilà, mais il y a à peu près tout le monde. Ce jour-là, c'était la fin de chantier, presque la fin de chantier, mais donc ça représente quand même beaucoup de monde, hein. Voilà, alors pour me faire pardonner, j'ai quelques images de la partie graphique du chantier.
sur d'autres expositions. Pour montrer aussi que c'est un sacré travail de mise en œuvre, en fait, hein, d'installer de la signalétique en haut, en bas, au sol, machin, enfin, en 3D, quoi, un peu partout. On aime bien et on travaille souvent avec des sérigraphes. Et c'est un travail d'une très grande précision pour venir, par exemple, poser des cartels tout le long du mur dans des petits carrés noirs qui ont été pochés auparavant. Un travail de cartographie aussi, où on voit qu'après la sérigraphie, il y a un nombre de retouches et de petits détails à reprendre, même si la sérigraphie a été bien posée. Le temps de la protection aussi de tout ce travail graphique. Et puis, par exemple, là, un très, très grand cadre de sérigraphie. Il faut savoir quand même que le sérigraphe là, qui est debout, là, qui passe l'encre, il fait 2 mètres, lui. C'est le plus grand sérigraphe que je connaisse. C'est formidable de connaître un grand sérigraphe pour les expositions. Mettre en place des tas de trucs à des hauteurs pas possibles. Voilà, et puis les sérigraphes qui travaillent se baladent avec tous leurs cadres, ils apportent tous les cadres qui ont été gravés pour ancrer les surfaces. Voilà. Voilà. Et puis, autre travail graphique très important, c'est tout ce qui se passe dans les écrans. Tout le numérique. Ça, c'est pour la Monnaie de Paris. Comme il s'agissait d'expliquer plein de process, plein de toutes les étapes de fabrication, notamment l'histoire aussi des monnaies, etc. C'est beaucoup de dessins. C'est du dessin d'écran pour expliquer comment faire, comment naviguer en fait dans cet écran. Et puis après, on a l'impression que c'est tout petit dans l'exposition, mais c'est beaucoup de boulot. Et pour finir, j'ai terminé après, il nous arrive de faire des expositions de graphistes. Voilà. Et donc ça, c'était une exposition sur Wim Cruel, graphiste et typographe hollandais. Voilà. Et ça en fait une exposition assez graphique, il faut bien le dire. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Véronique. C'était absolument passionnant. Je pense en plus que pour les étudiants, je pense que le métier de scénographe d'exposition, l'ampleur, les collaborations, c'est quelque chose qui est probablement pas très bien identifié. Donc, merci pour cette présentation super intéressante et tellement riche. On va peut-être pas, c'est vrai que la présentation a duré un certain temps, mais ça en valait le coup, vraiment, c'est très bien. On va peut-être pas prolonger sur trop de questions. Moi, j'avais peut-être une question juste en lien avec l'endroit où tu interviens, c'est-à-dire un département de design graphique. Vu que les projets sur lesquels vous travaillez sont extrêmement hétéroclites, en fait, la question, c'est est-ce que vous avez un graphiste dans votre agence? Comment ça se passe? Comment vous sélectionnez le graphiste avec qui vous travaillez? Est-ce que vous avez des gens avec qui vous travaillez très souvent? Ou voilà, c'est au gré des projets? Comment vous travaillez? Quelle est la nature des graphistes avec qui vous travaillez? Est-ce qu'il y a une spécialisation déjà aussi de graphistes d'exposition? Alors, oui, enfin, je dirais qu'aujourd'hui, on connaît des graphistes qui font presque que du graphisme d'exposition. Alors, c'est assez rare quand même. Mais oui, on connaît des graphistes qui ne font quasiment que ça. C'est vraiment leur spécialité. Mais cela dit, ça ne veut pas dire que celui qui est spécialisé là-dedans va notamment être l'illustrateur dans le projet. En fait, il
il y a plein de combinaisons possibles. Et nous, dans l'agence, il n'y a pas un graphiste qui fait toutes les expositions. Non, 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 jamais. En fait, à chaque expo, finalement, on compose un groupement. Alors, ça se fait de diverses façons. Soit il y a des graphistes qui nous contactent en disant oh, est-ce que vous voudriez répondre à cette histoire? Alors, ouais, pourquoi pas. Soit nous, on contacte un graphiste parce qu'on se dit oh, ce serait super de bosser sur ce sujet-là avec ce graphiste-là parce que soit c'est un sujet qu'il connaît bien, soit c'est… Enfin, voilà, il y a différentes façons de nous associer à des graphistes. Dans les graphistes qui travaillent en exposition, ce qui est assez amusant, c'est qu'on en connaît qui travaillent surtout aux expositions scientifiques et qui font presque pas d'expo d'art. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'il y en a qui travaillent essentiellement sur des expos d'art et très peu sur des expos de sciences. Donc c'est comme ça qu'on s'associe finalement aussi, en fonction des affinités des uns ou des autres à tel ou tel sujet. C'est comme ça que se font les groupes. Okay. Pareil, si tu veux, quand on sait qu'on va avoir du film ou de la vidéo dans un projet, eh ben, on se dit, tiens, pour tel projet, un tel serait super parce qu'il filme les paysages merveilleusement et qu'on a besoin de montrer des paysages. En revanche, ce ne sera pas forcément la même personne s'il s'agit d'aller faire des interviews plus documentaires ou tu vois. Ah oui, je comprends. Merci. Donc, Yvon, peut-être que tu as une ou deux questions à poser à Véronique. Écoute, c'est absolument, de toute façon, c'était absolument enrichissant. Je n'en ai pas vraiment qui n'ait pas à un moment donné ou à un autre trouvé une réponse au cours de la présentation. Tu vois, parfois j'ai eu une question au début, mais une réponse en plein milieu. C'est très bien. Je me questionnais aussi dans les cas, je me questionnais quand même dans le cas des projets qui n'ont pas dans lequel la collaboration ne se fait pas au début avec un graphiste. Est-ce que, par exemple, lorsque vous invitez un graphiste pour un projet, lui aussi vous soumet quelque chose comme une note d'intention ou pas? J'aimerais juste… Ouais. Alors, je te dirais que dans une constitution de groupement, le plus petit groupe qu'on constitue pour rendre un G, c'est le scénographe, le graphiste et l'éclairagiste. On est toujours au moins 3. C'est vraiment… donc, on est toujours associé à un graphiste. Mais il arrive, et ça, par exemple, la Cité des Sciences, des consultations séparées. Et il consulte toujours les graphistes indépendamment des scénographes. Donc ça arrive. Qu'on ait des marques forcées avec des graphistes qu'on connaît. Ça nous est arrivé. C'est pas évident. Parfois, ça marche. Parfois, ça marche moins bien, comme les mariages forcés. On sait que c'est pas toujours heureux. Et en tout cas, quand on le peut, on répond toujours avec « et oui, il participe à la note d'intention et oui, il apporte une contribution dès le début du projet. C'est-à-dire que quand on reçoit le synopsis, on le partage nettement. » D'accord. Est-ce que je réponds à ta question? Absolument, oui, justement, parce que effectivement, dans ces cas-là, le travail d'harmonie, je pense, se fait un peu plus tard, si jamais il y a des contradictions ou bien que les directions sont trop différentes, quoi. Je me demandais aussi, c'est quoi le temps moyen
d'un projet ou des projets d'exposition que vous faites en mois? J'imagine que ça se passe en mois ou en année peut-être. Alors, pour une exposition temporaire, le temps moyen, c'est entre 9 mois et 12 mois. Une petite. Pour les projets permanents, il nous est arrivé d'aller jusqu'à 7 ans. Bon, mais ça, c'est en général, par exemple, le musée des conférences, ça a duré 7 ans. Mais c'est parce que le musée était en chantier, c'est parce que ça a changé de direction, de fois, de chef de projet, enfin, c'était extrêmement compliqué. Donc ça reste exceptionnel, mais sur les projets permanents, bon, en général, quand on t'annonce 2 ans, ça prend temps. Quand on t'annonce 3 ans, ça prend 5 ans. Tu vois? Donc ça peut être très long. Ah oui, c'est vraiment des projets sur le long terme, en fait. Quand même. Bon, 7 ans, c'est vraiment très, très rare. En général, un projet d'exposition permanente ou de musée, c'est 3 ans pour nous, maximum. La moyenne. Intéressant. Peut-être que pour finir, tu es là cette semaine à l'ESSAF de Marrakech pour un travail introductif un peu sur ce rapport à l'espace et au volume, peut-être nous dire en 2 mots ce que tu fais avec les étudiants de l'école sur ces 2 semaines que tu as passées, très brièvement. Alors, cette semaine, je les ai, en fait, été ensemble 15 jours, alors une semaine en visio, une semaine ici. Et l'idée, c'est de les faire travailler sur un espace qu'ils connaissent, qui est l'école, et de leur proposer de faire une installation dans l'école, une installation typographique, donc de choisir un mot pour un espace donné, donc le sens de ce mot et un lien avec l'espace de l'école choisir. Et je leur ai demandé de travailler en bilingue pour utiliser une typographie latine et une typographie arabe. Et en fait, je leur demande à la fois de faire un travail d'observation des lieux dans lesquels ils vont s'installer. Et c'est pour ça que la première semaine à distance, je leur ai demandé de faire un reportage photo dans l'école en essayant d'avoir un œil un peu particulier, de choisir une façon de montrer l'école, soit à travers des questions de lumière, des questions de perspective, de choisir un axe en fait de reportage. Et puis parallèlement, j'avais demandé de travailler sur un reportage typo dans la ville pour qu'il rapporte plein de photos de tous les signes typographiques et graphiques qui peuvent croiser tous les jours. Je leur avais dit, vous pouvez prendre le chemin de l'école, quoi, de chez l'école, vous allez voir que il y en a plein partout, et voilà, de faire ce reportage pour l'environnement, l'architecture, et puis évidemment la combinaison du graphisme dans l'environnement. Voilà, donc ce qui recoupe un peu moi, mes préoccupations de travail, évidemment. Voilà, et puis c'est aussi pour les faire sortir de la page 2D ou de l'écran 2D, c'est bien de s'occuper de ce qu'on a autour de soi. Voilà. Parfait, bah écoute, voilà, tout ça est très bien. Je pense que on va arrêter là cette petite rencontre live, enfin faussement live puisqu'elle est enregistrée. Merci infiniment, Véronique, pour ce travail, cette présentation, cet atelier avec les étudiants de l'ESSAV. Merci Yvon. Et puis, on va vous donner rendez-vous pour un prochain meeting graphique le mois prochain avec un nouvel intervenant de l'ESSAV Marrakech. Merci. Merci Véronique. Merci à vous. Salut.